qui est placé sur des coupes à la fin du topo. Donc, si on doit mettre en place ces voies digestives, on a plusieurs étages, le nasopharynx tout en haut, l'hypopharynx et le larynx tout en bas, et entre les deux, l'oropharynx et la cavité buccale. Ce qui sépare les différents étages, ça va être le bord inférieur du sphénoïde, l'arc de C1 pour l'étage nasopharyngé. L'oropharynx débute au niveau du palais et se termine au niveau du fond des vallécules, très important. L'hypopharynx et le larynx, le bord inférieur correspond donc au fond des vallécules, et l'ostioïde, et le bord inférieur du larynx, c'est C6. Si on débute par le nasopharynx, on ne peut pas complètement s'en passer, tout simplement parce que c'est à cet endroit-là que démarrent les espaces profonds de la face. C'est très difficile de ne pas vous en parler, puisque quand on recherche une atteinte sous-muqueuse, on recherche une atteinte des espaces parapharyngés, je répète, et il faut donc connaître ces espaces-là. Alors le nasopharynx, il est limité en haut par le sphénoïde, devant par les fosses nasales, derrière par le fascia pharyngo-basilaire dont tout le monde entend parler, personne n'arrive à le voir en IRM, et le voile du palais en bas. Retenez simplement deux termes anatomiques qu'il va falloir savoir placer sur une coupe, c'est le bourrelet tubaire et la fossette de Rosenmüller. Pourquoi? Parce que 80% des lésions se développent dans cette partie-là du nasopharynx. Est-ce que vous avez une idée d'où elle se situe? Ici, vous avez en fait l'orifice de la trompe d'Eustache avec le bourrelet tubaire juste derrière, et en arrière, la fossette de Rosenmüller. Lorsque vous voyez un comblement de cette fossette-là sur l'IRM, vous pouvez suspecter une lésion muqueuse. Ce n'est pas le but de l'IRM, puisque ça, on le voit très bien en endoscopie. Le but, c'est d'aller chercher s'il n'y a pas une invasion beaucoup plus profonde. Alors derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on a les muscles longs du cou, que vous voyez ici, j'espère que vous les voyez bien, et latéralement, les muscles ptérygoïdiens. D'accord? C'est ça les espaces sous-muqueux. Et l'espace parapharyngé, alors là il est noir, pourquoi? Parce que c'est un examen injecté, donc c'est un T1 avec saturation de la graisse. Donc quand on sature la graisse, elle apparaît en noir. Quel est l'intérêt? L'intérêt c'est que tout ce qui va prendre le contraste va apparaître en blanc. Donc imaginez que vous avez une lésion dans la graisse, hein, du blanc sur du blanc ça ne se voit pas. Donc à partir du moment où on injecte, on a des séquences avec saturation de la graisse. Par contre, on peut avoir des séquences sans saturation de la graisse, en T1 sans injection. Le fascia pharyngo-basilaire, c'est ce qui sépare l'espace muqueux, en blanc, là, le ruban blanc qui prend le contraste de l'espace sous-muqueux. On ne le voit pas, par contre on voit bien la muqueuse, ce qui permet de savoir où il est. Ça c'est du T2 FATSAT, c'était simplement pour illustrer qu'en fait on a en IRM plusieurs séquences, plusieurs contrastes possibles qui sont, on va dire, complémentaires. Tout de suite pour vous montrer que l'intérêt en fait de connaître ces structures anatomiques et le concept même du TNM fait qu'on va chercher en premier lieu l'atteinte sous-muqueuse. Si on a une atteinte, un franchissement du fascia pharyngo-basilaire, on est déjà sur un T2. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'à partir du T3, on est sur une maladie avancée. Qu'est-ce qu'il y a plus loin que les muscles qu'on a vus? Il y a l'atteinte osseuse et les sinus. À partir de là, on sera sur un T3. D'accord? Si on reprend ça sur une coupe anatomique, ça nous permet de détailler ce que l'on appelle les espaces profonds de la face. Les espaces profonds de la face, c'est des espaces anatomiques qui vont ensuite se prolonger tout le long, vers le bas du pharynx. Principalement, en fait, au niveau de la face, vous avez l'espace parapharyngé que l'on appelle prestylien. Alors, selon les terminologies, vous aurez des cours d'anatomie où on vous parle d'espace parapharyngé, à la fois prestylien et rétrostylien. Moi, là, j'intègre l'espace parapharyngé, je parle uniquement de l'espace prestylien. Pourquoi? Parce que c'est un espace graisseux, noir, comme vous avez vu sur la précédente coupe, et à l'intérieur, il y a une branche du 5. L'espace carotidien qui est juste en arrière, ici, vous avez les vaisseaux et les nerfs mixtes qui passent. D'accord? Et l'espace rétropharyngé, c'est un espace qui est derrière le nasopharynx, avec les muscles longs céphaliques. L'espace infratemporal, c'est un espace qui est latéral et qui comprend les muscles masticateurs et les apophyses ptérygoïdes. Une fois qu'on a ça en tête, en fait, on s'aperçoit que le TNM est construit comme ça, c'est-à-dire que si vous avez une lésion qui pousse ici, dès lors que ça va sur le côté, donc les muscles, l'espace parapharyngé ou les muscles proximaux de la fosse infratemporelle, on est sur un T2. Dès lors que l'on va plus en profondeur, vous voyez que sur l'os, on va être en T3, et au niveau des sinus, on va être en T3, y compris pour les apophyses ptérygoïdes par ailleurs. C'est une petite subtilité. Également vers le bas ou vers le haut, ça c'est aussi un concept qu'on réutilise sur les autres localisations, mais dès lors qu'on a deux étages sur un TNM, deux étages de différence, c'est là pas l'oropharynx, mais quand on descend en bas vers l'hypopharynx, vous aurez un T4. D'accord? Vers le haut, dès lors qu'on est intracrânien ou une atteinte des nerfs crâniens, on aura un T4. Et encore plus loin sur le côté, c'est-à-dire quand on dépasse les premiers muscles masticateurs, donc c'est le ptérygoïdien latéral, ou quand on va jusque dans la parotide, ou dans l'orbite, là on est sur un T4. Donc c'est vraiment un concept concentrique, je dirais, d'extension.
Ça, c'était un mot pour vous expliquer cet espace-là, à connaître. C'est valable également pour l'oropharynx, parce que ça, c'est une coupe sur l'oropharynx. Vous voyez en fait donc l'espace parapharyngé, c'est ça. C'est cette zone noire, ça c'est du scanner, hein. La graisse est noire pour le scanner, enfin vous le savez, hein. Et l'espace donc pré-stylien, le rideau stylien, je l'ai conceptualisé ici. En gros, c'est quelque chose qui part du sternocléidomastoïdien, qui passe devant la styloïde. Et vous voyez qu'en arrière de la styloïde, vous avez les espaces vasculaires. Donc ce que vous cherchez quand vous avez une lésion de l'oropharynx, là par exemple, ça va être une extension parapharyngée, hein, c'est-à-dire un comblement de la graisse d'un côté par rapport à l'autre, par exemple, hein. On revient donc dans cet espace parapharyngé. Je vous ai dit que ça pouvait comprendre les deux, l'espace prestylien et rétrostylien. Donc l'espace prestylien, c'était pour vous montrer qu'il est graisseux. Ça, c'est la fameuse coupe en T1 sans injection. Regardez la graisse comme on la voit bien. Elle est très détaillée avec les muscles qu'on voit ici. Si vous avez un comblement de cet espace-là, c'est qu'il y a une potentielle atteinte sous-muqueuse, un T2. L'espace masticateur, là en fait c'est simplement pour vous montrer une chose. Ici vous avez les apophyses ptérygoïdes, vous les regardez attentivement toujours sur le scanner parce qu'une atteinte des apophyses ptérygoïdes, ça signe une atteinte osseuse, hein. Donc ça c'est vraiment important. Par ailleurs, cet espace-là, on verra peut-être si on a le temps, mais il contient le nerf 5,2. Vous retrouvez un élément de coupe que je vous ai mis sur le QCM. Le 5,2, il est là, il passe dans cette fosse qu'on appelle la fosse ptérygopalatine. Il faut bien regarder s'il est comblé, s'il y a une prise de contraste à l'intérieur, il y a peut-être une atteinte nerveuse. D'accord ? L'espace infratemporal, donc je répète, vous retenez qu'il faut regarder les apophyses ptérygoïdes, parce que s'il y a une atteinte, c'est un T3, et derrière, attention, l'atteinte du nerf. Alors, ça, c'est des coupes qu'on va se balader en fait au fur et à mesure de haut en bas. Donc, vous souvenez le bourrelet tubaire, la fossette de Rosenmüller. Ici, on est dans l'étage inférieur du nasopharynx. Vous voyez qu'on n'est pas encore dans l'oropharynx parce qu'on n'a pas encore dépassé le voile du palais, le palais dur. Donc, on est encore à l'étage inférieur du nasopharynx. En fait, le nasopharynx a deux étages. Un étage supérieur où je vous ai montré la muqueuse avec les deux reliefs, un étage inférieur un petit peu plus bas. Donc, ça peut être, s'il y a une description en disant qu'il y a une lésion qui descend sur l'étage inférieur, c'est ça. Puis après, on tombe tout de suite sur l'oropharynx. Oropharynx parce qu'on est en dessous du palais, d'accord ? Ce qui me permet donc d'avancer. Donc l'oropharynx, il est limité par la voûte palatine, qu'on appelle aussi le palais dur, et par le voile du palais, qu'on appelle aussi le palais mou. Devant, il est limité par le V lingual et le pilier antérieur de l'amygdale, et V lingual au milieu, pilier sur les côtés. Il est limité en bas par le laryngopharynx. Retenez que c'est le fond des vallécules, en fait, hein. Alors comment est-ce qu'on pourrait représenter? Donc ce qu'il faut retenir en fait dans cet espace anatomique, c'est qu'on peut avoir des tumeurs sur 4 régions. On peut les avoir sur les amygdales, on peut les avoir au niveau du palais mou, on peut les avoir au niveau de la base de langue et on peut les avoir au niveau de la paroi pharyngée postérieure. Voilà, quand vous savez ça, déjà c'est très bien. Après, vous retenez deux coupes, une sagittale. Pourquoi? Parce qu'en IRM, alors là c'est l'IRM, vous voyez qu'à cet endroit-là, l'IRM a une place importante parce qu'il y a un très bon contraste anatomique et notamment au niveau des muscles de la langue. Peu de graisse, donc quand il y a peu de graisse, en fait, on n'a pas un très bon contraste au scanner. Par contre, en IRM, on arrive à avoir quelque chose. Et là, on retrouve la paroi pharyngée postérieure, une des régions d'atteinte tumorale, la base de langue, d'accord, le fond des vallécules, en dessous, on sera dans du larynx, et le palais mou qui est ici. Okay, le palais dur, vous avez simplement la lame osseuse qui est ici. D'accord, le palais dur appartient à la cavité buccale, en fait. La coupe qu'il faut retenir, c'est celle que je vous avais mis dans le QCM. Donc la commissure intermaxillaire, je vais y venir, c'est une région d'interface entre les tumeurs de la cavité buccale et les tumeurs de l'oropharynx. Ici, vous avez la langue mobile qui fait partie de la cavité buccale, le V lingual, d'accord, pardon, non, excusez-moi, ça c'est la luette, on est au-dessus, ça c'est le palais mou, donc avec le palais mou. Derrière le voile du palais, pardon, derrière la luette, et sur les côtés, donc, les piliers antérieurs et postérieurs de l'amygdale, d'accord? Pilier antérieur, qu'on appelle aussi muscle palatoblof. La commissure intermaxillaire, elle est ici, on va la détailler un petit peu après, vous voyez qu'elle s'interpose finalement entre l'oropharynx et ce qui vient au devant, donc la cavité buccale. Le sillon amygdaloglosse, c'est un sillon, donc c'est une cavité aérique comme les vallécules. Ce sillon, il est bien en général visible, parfois mieux visible en fait sur des séquences de Vasalva. Vous voyez que quand on arrive à le déplisser, il a de la muqueuse des deux côtés, donc du côté lingual et du côté amygdalien. Et c'est une région préférentielle d'atteinte tumorale, donc il faut vraiment veiller à bien regarder cette structure anatomique.
Le palais mou, juste pour attirer votre attention, vous le voyez en coupe difficilement, hein. Le palais mou, en fait, il s'explore très bien sur des reconstructions sagittales. Voilà, message à faire passer. Donc là, on revient à nos coupes de haut en bas. Vous voyez que là, on va avoir un bout de palais mou qui est ici, d'accord, mais on le voit mieux en fait en sagittal, une partie de muscle lingual mobile, et puis les loges amygdaliennes, le pilier antérieur de l'amygdale, le pilier postérieur, l'espace parapharyngé graisseux, etc. Ah, on voit pas, oui. Ah mince. Oh, pardon. Faut me dire. Alors, ouais, excusez-moi. Là, c'est l'étage de l'oropharynx un peu plus bas. On retrouve donc la langue mobile, d'accord, le sillon glosso-amygdalien. Là, on est plus bas, donc le pilier antérieur de l'amygdale, il s'est mis, il avance comme ça, et on voit ici le sillon glosso-amygdalien. Vous avez la luette ici, le sillon, le pilier postérieur et l'espace de la loge amygdalienne sur le côté, d'accord. La base de langue, qui est la troisième région de l'oropharynx à connaître. Alors c'est ici en fait qu'on peut voir très bien que le pilier antérieur de l'amygdale, c'est aussi un muscle de la langue, extrinsèque de la langue. C'est le muscle palatoglosse, chose que j'ai apprise récemment, grâce à Mathieu. Vous avez les loges amygdaliennes sur les côtés, la base de langue avec le V lingual, et puis la vallécule, ici on a l'épiglotte qui est repliée en fait, avec donc la vallécule qu'on va, en fait pour nous la vallécule ça va être l'espace aérique, en pratique ce sont des franges graisseuses qu'on voit là. Il y a deux vallécules, une à droite et une à gauche, qui sont séparées par un sillon qu'on appelle le sillon glosso-épiglottique, et ici les sillons pharyngo-épiglottiques. D'accord. Donc cet espace aérique, c'est ça qu'on appelle la vallécule. Donc une lésion de la vallécule, c'est là, il faut la rechercher. Vous voyez qu'il y a un rapport étroit avec l'os hyoïde. Et toujours pareil, on a de la muqueuse et des espaces graisseux. Donc c'est très important de toujours bien différencier la teinte muqueuse, sous-muqueuse. Lésion de la base de langue, il y a donc la région des trois replis. Alors, sur certaines descriptions anatomiques, la région des trois replis, ça correspond en fait à du larynx, puisqu'on a la même en regardant en haut quand on part du larynx. L'oropharynx, là on est sur une coupe plus bas située, où vous avez, juste pour vous montrer quand même, ici la région des glandes sous-maxillaires, avec donc une proximité importante de la muqueuse avec ces glandes-là qui peuvent être atteintes latéralement sur des lésions de la base de langue. Quand on descend encore plus bas, donc là on va retrouver l'image des vallécules avec notre repli, je répète, glosso-épiglottique, ça c'est l'épiglotte, face linguale de l'épiglotte, face laryngée de l'épiglotte, et ici les deux replis qui sont des replis pharyngo-épiglottiques, qu'on voit ici, là et là. On arrive au fond des vallécules, et donc on va s'intéresser, une fois qu'on connaît bien l'anatomie, au TNM, puisque donc quand on a trouvé une tumeur, il va falloir essayer de dire si c'est une tumeur à un stade débutant ou avancé. Je répète, avancé c'est au-dessus de T3, donc qu'est-ce qui fait qu'il y a une atteinte on va dire en profondeur? Vous voyez que là, la définition d'un T3, c'est une atteinte à la surface linguale de l'épiglotte. D'accord. Donc une atteinte en fait à la surface linguale de l'épiglotte va définir un T3. T4, c'est quand on va avoir un envahissement profondeur des muscles, alors soit des muscles de la langue, d'accord, un envahissement en profondeur au niveau du palais osseux, puisque l'on était sur une lésion de l'oropharynx, donc on a une atteinte du palais osseux. Toutes les structures osseuses en général c'est du T4. Une atteinte de la mandibule, d'accord, une atteinte des apophyses ptérygoïdes, à nouveau, donc T4 quand on est dans de l'oropharynx, d'accord, alors que si c'est une nasopharynx, c'est un T3, les apophyses ptérygoïdes. Et puis, il y a une différenciation qui est faite dans le dernier TNM, où vous voyez qu'en fait, la différenciation qu'il y a entre le T4A, là, que je viens de décrire, T4B, qui est encore une extension encore plus profonde à la base du crâne, aux muscles ptérygoïdiens latéraux, en fait, cette distinction-là, elle n'est pas faite pour les oropharynx dès lors qu'ils sont P16+. Pourquoi? Parce qu'il y a un meilleur pronostic et qu'on n'a pas de différenciation à faire aussi fine sur l'extension en profondeur. Savoir quand même que quand on a un bilan en ville, on n'a pas forcément le statut P16+, donc du coup ça nécessite d'être précis sur l'extension sans forcément s'engager sur un